Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h. Ravi de vous savoir nombreux pour nous suivre. Dans l'actualité ce soir, la relance de la minière des Bakwanga, loin d'être une question nationale, elle prend de plus en plus une dimension régionale. L'unité de gestion de Broger Miba y travaille et associe dans ses processus le Botswana et la République sud-africaine. La Miba, hier un amas de ruines, aujourd'hui debout et demain tournera peut-être en plein régime. Les détails à suivre dans un instant dans ce journal. Les télécoms et les numériques, pour quel régime juridique en République démocratique du Congo? Une question complexe, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas ici d'un forum, mais plutôt d'un ouvrage qui pose les jalons, du moins le fondement juridique d'un monde en constante mutation. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Plus de 10 ans sans permis de conduire, les routes de Kinshasa et partout ailleurs dans le pays étaient parmi les moins sûres du monde. L'on s'approche du délai pour l'octroi des permis de conduire sécurisés bien sûr. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité les centres d'obtention des permis de conduire ici à Kinshasa. Les détails dans ces reportages. La province du Congo en proie à l'insécurité, et voici l'opération Ndobo, en réponse à l'activisme subversif des délinquants. Après Kinshasa, Congo central et le Haut-Katanga, cette opération a été lancée officiellement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Bien avant, Jacquemin Chabani a présidé la parade des réarmements moral en présence des éléments de la police nationale congolaise. Parade au cours de laquelle le patron de la sécurité nationale a rappelé les bien fondés de cette opération qui, du reste, vise à combattre le banditisme urbain et la criminalité sous toutes ses formes. Il faut être très regardant, peu bas sanction et landa. La police doit assumer pleinement son rôle de protéger la population et c'est bien. Face à la criminalité qui sévit dans cette province, la population est appelée à collaborer avec le service de sécurité pour leur faciliter le travail. Évitez-nous makamunyoso o ezopesa bosoto na corps na biso ya police. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Jean-Paul Polo Di Toto, relève l'importance de l'appropriation de cette opération par les Congolais avant de présenter les conditions de travail des éléments de la police qui nécessitent une amélioration. Nous allons traquer alors dans le vrai sens du mot. Tous ces délinquants qui sont endeuillés, ils sont bien identifiés pour toujours imposer et rappeler l'autorité d'État là. Sur place, le gouverneur de province, William Bitusila, n'a hésité un instant pour saluer ces programmes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs délinquants urbains d'Ikuluna ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemin Chabani. L'opération Ndobo, qui porte déjà ses fruits dans les provinces où elle est effective, avec à ce jour plus de 6000 criminels arrêtés. Vous avez rectifié avec moi, ce n'était pas la visite du chef de l'État au centre d'obtention des permis de conduire, c'était plutôt l'opération Ndobo dans le Congo où des bandits urbains dans la ville de Kenge sont déjà prévenus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a procédé au lancement de cette opération et c'était un reportage signé Bobo Anan Mokonzi. Un nouveau cadre organique pour le secrétariat général de la communication et médias. Les documents ont été signés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilocho et Moke Maluma. Dans l'optique de planifier l'avenir pour ne pas tomber dans le travers du passé, un pas de plus a été franchi le lundi 12 mai 2025 avec la signature du cadre organique du secrétariat général de la communication et médias par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en présence du ministre des tutelles, Patrick Mouyaya Katembwe. Le président de la République souhaite absolument que nous puissions rajeunir l'administration publique. Ça implique évidemment la mise à la retraite. Et pour cela, nous sommes en train de travailler sur une amélioration nette d'un système de sécurité sociale dans notre pays. Dans le cadre de postes qui peuvent être dégagés de ces référentiels d'emploi, il faut que ces rajeunissements se fassent de manière compétitive et qualitative. On ne viendra pas travailler dans cette administration qui veut. Il s'agit de l'administration d'un ministère hautement technique, la communication et médias. Et aussi compétitivement parce qu'il faut offrir toutes les chances à tous les enfants de la République. Nous sommes en train de faire effondrer
le système de privilèges. Ce cadre organique devra répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs en servant de repère dans la gestion des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la Communication et Médias. C'est un travail qui nous a permis de retracer les parcours du fonctionnement de l'administration et de l'adapter à l'évolution du secteur, mais aussi à être sûr que nous n'avons, même si on ne va pas avoir la prétention d'avoir tout fait à la perfection, mais au moins nous avons un cadre plus moderne et qui nous permet d'être plus outillés en termes des défis qui sont les nôtres. Il ne faut pas oublier que les secteurs de la communication, il y a évidemment cette branche de l'administration, mais j'ai des entreprises sous tutelle que je regarde. La télévision nationale et l'ACP, quel que soit leur statut, aujourd'hui nous avons un exemple de cadre qui peut nous permettre de nous assurer que là-bas aussi, on a un poste, on a un salaire, on a un agent. Et que tous les postes qui sont pourvus ou qui sont à pourvoir, c'est des postes dont on a effectivement besoin dans un cadre assaini. Ce nouveau cadre organique permettra de mieux gérer les carrières par la rationalisation des services répondant au triptyque un agent, un poste, un salaire, tel que voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Des revendications prises en compte dans leur globalité, la non-application du nouveau barème, les arriérés de 25% de la rémunération ainsi que d'autres questions sur l'amélioration des conditions de travail, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec les bancs syndicales de la RTNC, y compris les comités de gestion de ces médias publics. Gaëtan Magalano. Autour du ministre de la Communication et Médias, le conseil d'administration et la délégation syndicale de la RTNC. Durant 4 heures, le ministre a une fois de plus passé en revue les revendications de ces médias publics et déploré les insultes proférées à l'endroit de l'autorité. Devant le ministre, la délégation syndicale représentée par son président a énuméré 4 doléances, à savoir barème, redevances, CNSS, soins de santé, et d'autres matières. On a été là pour échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre, c'est comme ça que j'ai dit, c'est un début de négociation et ça va se poursuivre. Déterminé à trouver des solutions pour le personnel de la RTNC sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Patrick Mouyaya s'est convenu avec le ministre d'État, ministre de Budget, pour organiser une séance de travail mixte avant la fin de 6 mois pour échanger autour du nouveau barème signé depuis 4 ans et l'actuel statut de ces médias publics. S'agissant du paiement de 16 mois d'arriérés de l'ancien barème équivalent à 25%, le ministre de la Communication a mis en place une commission mixte composée de la direction générale et de quelques membres du syndicat pour échanger avec les experts du ministère du Budget pour qu'un calendrier sur les modalités de paiement soit mis en place. Prenant la parole sur le même sujet, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, a indiqué que lors de récents échanges avec les experts du budget et de finances, il a été convenu que le 4 mois de 2024 seront incessamment payés et d'autres mois s'en suivront. Quant à la redevance, le ministre a précisé qu'en accord avec la Direction générale de douane et assises, ils ont un serveur du logiciel dans son cabinet pour suivre de près les monitorings des opérations douanières en rapport avec la part de la RTNC. À propos de la retraite du personnel ayant dépassé l'âge légal de 35 ans de service, le ministre a précisé qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela s'y fasse de manière voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a instruit la direction générale de la RTNC et le président de la délégation syndicale de mettre en place une commission qui ira s'entretenir avec le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale au sujet de la retraite, surtout de la part patronale non versée par l'État depuis 2 années. Un pas de plus vient d'être franchi. Les territoires de l'Ouosi disposent désormais d'une nouvelle infrastructure sanitaire, ouvrage inauguré par Madame les rapporteurs du Sénat, Nefertiti Gundiaza, Guy Matundu. Les populations de l'Ouosi, dans la province du Congo central, n'auront plus à effectuer de longs trajets jusqu'à Kimpese pour y transporter de malades ou y déposer des corps. L'hôpital général de référence de ce vaste territoire est doté d'une morgue ultramoderne et d'une ambulance médicalisée. Cette dotation est l'œuvre du rapporteur du Sénat, Madame Nefertiti Gundiaza, a également mis à la disposition de l'hôpital de l'Ouosi un générateur puissant devant pallier aux problèmes d'électricité et des kits médicaux, notamment des appareils d'échographie. Le médecin-chef de zone de santé de l'Ouosi a réceptionné les clés de ces infrastructures rénovées et de l'ambulance médicalisée. Nous venons remercier
la maman qui nous a offert quelque chose qui a manqué longtemps dans ce territoire. Il s'agit de la morgue, nouvelle génération. Tout Luozi reste reconnaissant à cet élan de cœur de la sénatrice Ngoudianza pour ses œuvres sociales en faveur des 10 secteurs. Je suis fière d'annoncer que sur une période de moins d'une année, nous avons doté Luozi de 12 kits d'échographie, faisant de lui le territoire ayant le plus grand nombre d'appareils échographiques. Beaucoup de femmes qui étaient traitées de sorcières parce qu'elles avaient des ventres qui grossissaient sans être enceintes ont pu être diagnostiquées des kystes ou myomes grâce à ces appareils échographiques, être opérés avec succès. Ces œuvres de Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula lui fait communier avec ses élus de Luozi. En dotant ces territoires de ces infrastructures, elle rejoint ainsi la politique gouvernementale prônée par le président de la République, celle de la remise en état des infrastructures de santé à travers tout le pays. L'inflation ramenée à moins de 10% et les cadres macroéconomiques connaissent une certaine stabilité. Des acquis à mettre à l'actif du gouvernement de la République et les Fonds monétaires internationaux, justement, saluent cette maîtrise de l'environnement économique dans un contexte difficile. Les sujets étaient également au cœur de la troïka politique présidée par les ministres des Finances, Doudou Famba, Sylvie Mouembo et Ibrahim Chako. Au cours de cette réunion de la troïka politique présidée par le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, les discussions ont porté sur la stabilité du cadre macroéconomique malgré les contextes sécuritaires difficiles dans l'est du pays, ainsi que sur les efforts continus du gouvernement pour renforcer la gouvernance économique tant sur le plan structurel que conjoncturel. Dans cette dynamique, la mission du Fonds monétaire international a salué la stabilité du taux d'inflation à moins de 10%, une amélioration significative par rapport à la situation d'il y a quelque temps. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique parce que, étant donné la situation de troubles à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Cette coordination a permis qu'on stabilise le cadre macroéconomique. À l'issue de cette première revue, les deux parties ont constaté que l'ensemble des critères quantitatifs indicateurs des performances du programme ont été atteints. De même, toutes les réformes prévues ont été mises en œuvre dans les délais impartis. Au niveau des repères, des réformes que le gouvernement devait mettre en œuvre, toutes les réformes ont été réalisées aux échéances convenues. Le leadership du ministre des Finances, salué par l'équipe du FMI dont la conduite des réformes structurelles s'est affirmée malgré un contexte sécuritaire difficile. La stabilité macroéconomique ainsi obtenue constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance des partenaires et poursuivre les efforts de transformation engagés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un cercle de réflexion, un cadre d'échange entre administrations fiscales de pays francophones. Kinshasa accueille la première conférence régionale sur la fiscalité. Jean-Pierre Ndolo Demazou et José Dimonekeni. Hilton Hôtel de Kinshasa abrite du 13 au 15 mai 2025 une conférence sur la fiscalité pour les pays francophones, un motif de satisfaction pour le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi. Grande est donc la satisfaction de la République démocratique du Congo d'habiter cette première conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones, eu égard aux thématiques retenues pour les travaux, lesquels présentent particulièrement pour l'administration fiscale congolaise un intérêt majeur. Ismaïla Diallo, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CRIDAF, n'a pas manqué de donner les objectifs de cette rencontre. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement des précédentes consultations régionales co-organisées avec l'OCDE, avec pour objectif d'échanger sur les préoccupations de nos membres en matière fiscale, y compris en termes de besoins d'assistance technique pour développer
et ou renforcer leur capacité. La représentante du ministre des Finances a placé cette conférence sur la fiscalité à l'actif du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant d'ouvrir officiellement les travaux de la dite conférence. La tenue de cette conférence régionale dans notre capitale est le reflet de la volonté affirmée de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la fiscalité un levier stratégique pour la croissance économique et la diversification de notre économie. 2 jours suffiront pour les participants de mettre ensemble leurs préoccupations en matière fiscale afin d'une synergie d'action. Un autre forum sur la fiscalité, c'est celui centré sur la politique fiscale. La 2e édition Taxe Masolo, un rendez-vous annuel qui ouvre ses portes le 20 mai prochain ici à Kinshasa. On en parle avec Guy Matundu. Ces experts du secteur de la fiscalité, invités par le cabinet KPMG, viendront de différents pays pour trouver de voies et moyens devant échanger sur la fiscalité en République démocratique du Congo. Ce forum vise à rassembler les entrepreneurs, opérateurs économiques et institutionnels pour débattre de la fiscalité congolaise. Le 2e forum annuel Taxe Masolo, piloté par KPMG et ses partenaires, se veut un lieu d'échange où les responsables de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et assises, de la Direction générale de recettes administratives et domaniales seront à l'avant-plan comme panélistes. Quelques défis fiscaux dans le secteur minier, le secteur de banque et de la communication ainsi que de télécommunications seront relevés au cours de ce Taxe Masolo. Les pressions fiscales que subissent ces différentes firmes qui investissent au pays, les différentes taxes auxquelles elles sont assujetties, tous ces sujets et bien d'autres seront débattus au cours de ce forum annuel. M. Luison Kiyombo Manga et ses partenaires de KPMG vont pour la 2e fois relever le défi de faire venir à Kinshasa la crème du monde fiscal pendant 48 heures. Bujumbura, nous sommes au Burundi, a accueilli la 92e réunion du comité de l'Association africaine des crédits ruraux et agricoles. Et Jenny Dada Chabani nous en dit un peu plus. Bujumbura, la capitale de la République du Burundi, a abrité la 92e réunion du comité de l'Association africaine du crédit rural et agricole, AFRACA en sigle, du 5 au 6 mai 2025. Ces assises, présidées par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri, président en exercice de l'AFRACA, avaient pour objectif de faire l'évaluation de l'exécution des recommandations reprises sur la feuille de route du Forum stratégique sur la revitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole tenu au mois de novembre à Kinshasa. Une opportunité pour le président de l'AFRACA, Dieudonné Fikiri, d'informer les participants que ce forum de Kinshasa visait entre autres la facilitation d'accès au crédit agricole par les approches innovantes, notamment les systèmes de garantie adaptés à la finance rurale et agricole, ainsi que la digitalisation des services financiers. C'est dans le but de booster la productivité et assurer l'autosuffisance alimentaire pour l'amélioration de l'offre intérieure des pays membres de l'AFRACA. L'examen inscrit à l'ordre du jour avait permis aux participants d'apprécier l'exécution des recommandations dans chaque pays membre de l'AFRACA. Le Burundi a été félicité et encouragé pour l'augmentation de sa production de café. Les points forts de cette réunion étaient l'accession de la Banque centrale de l'Ouganda à la vice-présidence de l'AFRACA, ce qui justifie la séance de travail du président de l'AFRACA, Dieudonné Fikiri, avec le gouverneur de la Banque centrale du Burundi. C'était en présence de la vice-gouverneure de Zimbabwe. Direction Genève en Suisse où s'est tenue la conférence internationale sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Du haut de la tribune, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement de la République sur la protection des aires protégées. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. Invitée par l'ancienne ministre française Corinne Lepage, la ministre congolaise a mis en avant les efforts engagés pour les générations futures. Un fonds minier, plus de 31 millions d'hectares d'aires protégées et les projets ambitieux d'un corridor vert entre le Kivu et Kinshasa. Mais face aux avancées, la République démocratique du Congo rend un service environnemental immense à l'humanité tout entière. Ces forêts, tourbières et aires protégées servent de poumons
à l'univers tout entier et des vastes réservoirs de séquestration de carbone. Le maintien de ces précieux services n'est pas sans sacrifice. Il impose un fardeau économique et financier que la République démocratique ne saura porter seule. Une assistance financière et technique urgente s'impose, et cela en vertu notamment du principe de responsabilité commune mais différenciée. La ministre dénonce la présence militaire du Rwanda et du M23, responsable, selon elle, des milliers de morts, des millions de déplacés et du pillage des ressources naturelles de la RDC. Les efforts déployés par le président de la République et par notre gouvernement en fait donner effet à la Déclaration universelle des droits de l'humanité se heurtent à de nombreux défis. En fait de faire main basse sur les richesses naturelles de la République démocratique du Congo, le Rwanda et ses alliés, les M23 et FC, ils exploitent illégalement et anarchiquement les richesses naturelles. Vous comprendrez aujourd'hui que nous avons grandement besoin du soutien des Nations Unies et du monde entier pour calmer cette guerre qui est au Congo et qui risque de détériorer les forêts qui sont aujourd'hui les poumons du monde entier. Un double message, donc depuis Genève, la RDC assume son rôle des poumons écologiques de l'Afrique, mais exige que cette responsabilité soit partagée face aux agressions extérieures. Et de retour à Kinshasa, dans la commune de Lantsele, il se pose un sérieux problème de route, pas assez de voies d'accès. La population lance un cri d'alarme. On en parle dans ces reportages. Des habitations quasiment aquatiques, consécutives aux récentes pluies diluviennes. Les populations du quartier Kembe à Bibwa 4 sont exposées à toutes sortes de maladies hydriques. Une école publique qui accueille plusieurs élèves ne peut fonctionner à cause de ces eaux, et les raisons de ces eaux qui stagnent au lieu de couler jusqu'au fleuve sont entre autres l'absence de canalisation. L'office des routes est ici interpellé pour finaliser les travaux de pose de bus à l'arrêt depuis 2022. La voix du peuple de cette partie de Lantsele, la députée nationale Marie-Kay Mutinga a effectué une descente sur le lieu pour évaluer les dégâts et envisager des solutions durables avec les responsables concernés. Mais là, nous allons essayer de voir les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Vous avez les soucis de voir la situation s'améliore. Bien sûr. Ça me touche particulièrement. Et je vous recommande donc de rester unis. Merci beaucoup. Aimez-vous les uns des autres. Oui. Et nous allons être là pour vous accompagner. Merci. Les responsables locaux et la population appellent à une prise en compte urgente de leurs doléances afin qu'ils reprennent une vie normale. Je viens de faire dans ma maison plus de 20 ans ici. On ne connaissait pas l'inondation. On commence à connaître l'inondation où on a bloqué 4 bises quelque part au fil de route. Ces bises permettaient aux eaux de traverser pour aller jusqu'au fleuve. Mais on nous a bloqué les 4 bises. Il y a 4 bises. Si on débouche les 4 bises, la population serait à l'aise. La députée Marie-Kay Mutinga est toujours sensible et prête à répondre aux sollicitations de sa base. Et toujours dans la commune de Lantsele, les têtes d'érosion menacent les voies principales. Les habitations sont le première cible pour éviter le pire. Une équipe de l'Office de voirie et drainage est à pied d'œuvre déjà. Chati Kioueme. Engagé depuis décembre 2024 dans la recherche des solutions sur la problématique des érosions à Tchangou, la députée nationale Mutinga Ketmari a effectué une descente accompagnée d'une forte délégation de l'OVD conduite par M. Cyprien Munzokolo, directeur en charge de la voirie, l'assainissement et l'environnement. Une visite de quelques sites érosifs dans les districts de Tchangou, dont celui de Manguengenge et Ntsele Bambou dans la commune de Lantsele, ainsi ceux du quartier Matadi dans la commune de Massina, dans la partie est de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. De Manguengenge au quartier Matadi, passant par Ntsele Bambou, l'élu de Tchangou a été reçu dans une ambiance conviviale et elle a recueilli les doléances de la population victime des dégâts causés par les érosions. Le directeur de l'OVD en charge de la voirie, l'assainissement et l'environnement de son côté a exhorté par la députée nationale Mutinga Ketmari à réaliser dans un premier temps des travaux de sauvegarde qui consistent à mettre en place des dispositifs anti-érosifs en vue de stopper la progression des érosions en attendant l'intervention du gouvernement.
L'honorable Mutinga Ketmari a profité de ces moments pour partager l'expérience réussie qu'elle a réalisée en 2020 en plantant des bambous en Makayabou avec le concours de jeunes dont elle a personnellement pris en charge y afférent. 5 ans après, les résultats est extraordinaire et l'érosion a cessé de progresser, ce qui a redoré le sourire à la population de ces coins de la capitale. Les géomètres congolais face au conflit foncier, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée des géomètres en République démocratique du Congo. Eh bien, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a sensibilisé justement ces géomètres sur leur rôle dans l'octroi des terres. On en parle avec Guy Blaise Kitiki dans ses commentaires signés Eric Kabamba. Les rendez-vous est de nouveau respectés cette année, comme le 13 mai de chaque année, l'RDC honore ses géomètres. Une journée dédié aux techniciens de cadastre foncier. C'est sous le thème « Les géomètres congolais face au conflit foncier » que les géomètres de la RDC ont célébré cette journée reconnue par l'État congolais depuis 1963. Aujourd'hui, la corporation fête le 70e anniversaire de cette journée avec pompe. Au cours de cet atelier de sensibilisation, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akasia Bandjouboulam-Bongo, qui a présidé la cérémonie, a appelé au respect strict de son arrêté. Je vous rappelle solennellement que l'éthique professionnelle est votre premier outil de travail qui se caractérise par le dévouement, la ponctualité, la rigueur et votre sens de responsabilité, votre honnêteté, votre intégrité et votre impartialité. À ce titre, je vous exhorte au respect strict de l'arrêté ministériel qui interdit tout morcellement de parcelles en dessous de 3 arbres. Pour ce faire, j'ai pris cet arrêté avec l'impulsion du gouvernement de la République interdisant cette pratique déjà prohibée par les articles 72, 93 et 204 de la loi foncière. Une mesure que le secrétaire général intérimaire aux affaires foncières, Boniface Makando, a promis d'y veiller pour éviter la dégradation urbaine et aussi de restaurer de l'ordre dans l'octroi des terres dans tous les coins du pays. La relance de la MIBA et ses étapes. Au niveau régional, il faut remettre l'outil de production et au niveau régional plutôt, il faut d'abord remettre l'outil de production et puis garantir à ces stades déjà la production. La coordonnatrice de l'unité de projet MIBA, Joël Kabena, était avec une délégation botswanaise et sud-africaine pour examiner tous ces sujets. Marie-Louise Mbela. La République démocratique du Congo va s'inspirer de l'exemple du Botswana et de l'Afrique du Sud pour la relance de la minière de Bakwanga. Ces deux pays font booster la production dans les mines existantes et y apporter des approches innovantes. Pour la coordinatrice de l'unité de gestion des projets de la MIBA, Joël Kabena, cette initiative constitue un levier important de développement économique du pays. Cette délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud est composée notamment de M. Bokang Titoya Moré, directeur général des Naledi Mining Service Company, et James Smith, directeur général des DRA Global. Ces deux entreprises du Botswana et de l'Afrique du Sud sont pressenties pour collaborer à la relance de la MIBA avec pour ambition d'y introduire des éléments nouveaux dans l'exploitation diamantifère. À travers cette démarche, l'UGP MIBA et MIBA SA s'attellent à l'aboutissement de cette vision stratégique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA SA, et ses interlocuteurs ont mis également sur la table les dossiers de la relance effective de la MIBA. Au cours de cette rencontre, la RDC va ainsi faire appel à leur vaste expertise des services d'ingénierie et des opérations minières souterraines pour améliorer la productivité dans les mines existantes et pour développer davantage les opérations en limitant les investissements. Après l'étape de Kinshasa, la délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud séjourne depuis ce mardi 13 mai dans la ville de Mbuji-Mayi pour une visite d'état des lieux des installations minières de la MIBA. Pour rappel, cette mission est la suite logique des déplacements effectués par la partie congolaise en terre botswanaise et sud-africaine pour l'efficacité dans l'action du projet lié à la relance de la MIBA. J'en parlais dans le titre, Télécom et numérique, régime juridique en droit congolais. C'est le titre de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux par Nicole Toumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. D'autres précisions sur son contenu dans ces reportages signés Joseph Oscar Mbalkaïj et Tony Djouma. Cet ouvrage de 334 pages porté sur le fonds baptismaux par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, la professeure Nicole Toumba-Boacha,
pose les jalons d'un cadre juridique sur les télécoms et les numériques en République démocratique du Congo. En ce jour solennel, nous te lançons dans toute la société congolaise et au-delà. Tu es une œuvre appelée à vivre, à nourrir les débats, à orienter les décideurs et à éclairer non seulement les juristes, mais aussi tous les amoureux de la lecture. L'auteur de cet ouvrage de haute portée scientifique, intitulé Télécom et numérique, régime juridique en droit congolais, Maître Albert Mbaunewa Nkieri, attire l'attention des lecteurs sur la notion juridique de l'intelligence artificielle, la question des protections des données personnelles, de la cybercriminalité et l'impact du numérique sur la déontologie des avocats, en mettant en exergue les concepts avocats augmentés. Je suis rentré sur des questions essentielles. On est dans un forum WhatsApp, on a la responsabilité pénale. Ça, c'est pratique. Et quand on est dans le média en ligne, quelle est la responsabilité en tant qu'éditeur en ligne? Ce sont des questions pratiques. Donc, c'est une source pour tout le monde, de sorte que la question peut être prise en charge dans la réflexion sur la cybercriminalité, sur les données publiques, sur la protection de données qui est essentielle, et avec une implication sur la fondamentalisation de l'accès au droit. Cet ouvrage constitue une source pour tout le monde, journalistes, avocats, communicologues. La liste n'est pas exhaustive. Après la présentation du livre, ainsi que de son auteur, par d'éminents professeurs d'université, ce nouvel ouvrage a attiré la curiosité de l'assistance qu'il a acheté comme des cacahuètes. À l'actif de maître Albert Mbaunewa Nkieri, conseiller au cabinet du président de la République, plusieurs publications dont les livres Droit congolais des télécommunications, État des lieux, analyse critique et comparative. C'était aussi des moments de retrouvailles. L'élite scientifique du Kasaï central en première ligne dans les efforts de développement. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, était en face de la communauté scientifique de cette province, Alain Bikaï. Pendant son séjour dans le Kasaï central, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a déployé plusieurs activités pour allumer la flamme patriotique dans la communauté universitaire. Accueillie par les autorités provinciales, académiques et les militants de son parti UDPS, la professeure Marie-Thérèse Sombo s'est rendue au stadium de l'espoir où l'attendaient des scientifiques de Kananga. Sur place, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est revenue sur la mission de l'université et les rôles des scientifiques dans la société congolaise. Pour Marie-Thérèse Sombo, la communauté universitaire doit être les piliers de l'émergence du pays. À la question de l'assistance sur l'utilité de maintenir les fonds scientifiques après la signature de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la patronne de l'ESU précise que l'éveil des consciences doit demeurer un mode de vie pour chaque Congolais et l'université doit rester le canal de force. Le président de la République nous appelle à contribuer chacun de sa pierre. Ceux qui peuvent sentir la vocation ne puissent pas hésiter d'intégrer l'armée pour servir sous les drapeaux. Après, la ministre de l'ESU et sa suite se sont rendus dans les chantiers de l'université de Kananga pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ici, professeur Marie-Thérèse Sombo a insisté sur le respect des échéances, la célérité dans l'exécution des travaux, car le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tient à l'amélioration des conditions d'études des apprenants dans les Kasaï central. Il serait victime d'une diffamation. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, porte plainte. Ses avocats en parlent dans ses commentaires d'Éric Kabamba. Tous les documents au complet à main, ces avocats prennent la direction du parquet général de la Gombe pour déposer une plainte. Tous sont les avocats des agissants pour la République AREP du ministre d'État Guy Luando. Il dénonce une campagne de diffamation montée ces dernières semaines contre son autorité de référence, Maître Guy Luando. Ces démarches judiciaires menées par le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele Malobo, visent à laver l'image du ministre d'État. Ils disent détenir toutes les preuves dans leur dossier de tous les actes de diffamation posés contre le ministre d'État, Maître Guy Luando. Nous avons fait notre part. Nous sommes derrière la justice à laquelle nous faisons totalement confiance.
nous pensons que l'état de droit prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet état de droit passe par le respect des libertés des uns des autres. On ne peut pas, au nom de la liberté ou au droit à la libre expression, porter des actes constitutifs de diffamation. Nous croyons en la justice, nous croyons que les réseaux de criminels, ceux qui sont connus et ceux qui sont cachés, et même leurs commanditaires, seront finalement mis hors d'état de nuire par la justice qui vient d'être saisie aujourd'hui. Refusant de se faire justice, ces hommes des droits disent faire pleinement confiance à la justice congolaise pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette campagne. Poussetel agro-pastoral en province. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga enfile sa tenue de fermier. Il s'est rendu dans le territoire de Massimanimba. Willy Atunakov. Accompagné du député national Donatien Bitini et de ses quelques proches collaborateurs, le ministre de l'intégration régionale, en sa casquette, de l'un des principaux acteurs du développement dans la province du Kwilu, particulièrement dans les territoires de Massimanimba, a commencé sa ronde d'inspection de projets de développement dans la ferme Promac, située à une dizaine de kilomètres de sa cité natale de Massamouna, par la plantation de manioc sur 30 hectares en phase de récolte dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Outre le manioc, la ferme Promac s'est aussi lancée dans la culture des palmiers nés sur 30 hectares pour la production de noix de palme et autres dérivés. Maître Didier Mazenga Mukanzu et sa suite ont visité la plantation de la forêt par le reboisement de plusieurs milliers de plantes, dont les acacias, les eucalyptus, sur 69 hectares dans le cadre de la lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Cet ambitieux projet a bénéficié dernièrement de l'accompagnement du ministère de l'Environnement et Développement durable dans le cadre du programme intégré RED Plus Kwilu. Peu après, les ministres Didier Mazenga Mukanzu, surnommé affectueusement l'homme de Kisalo Nantwala, Kutuba Nanimon et sa délégation, sont descendus dans la forêt où ils se sont imprégnés de l'évolution positive des projets de la pisciculture avec une dizaine d'étangs de poissons, des plantations en cours des arbres fruitiers et de l'élevage du cheptel bovin comprenant une centaine de vaches. Sur place, sur financement de l'ONG Promac, Maître Didier Mazenga Mukanzu a doté cette ferme des centres de santé avec une maternité en faveur des travailleurs et leurs dépendants ainsi que de la population des villages environnants qui bénéficient gratuitement des soins nécessaires et des accouchements. Améliorer le climat des affaires. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, tient à maintenir les cadres permanents de concertation économique. On en parle avec Rodé Panda. Au cours de cette réunion, le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné l'importance du cadre permanent de concertation économique CPCE, considéré comme un espace de dialogue et d'échange entre le gouvernement et les parties prenantes à l'amélioration du climat des affaires, d'où la volonté du patron de l'économie congolaise de poser un diagnostic permanent sur la relance des activités de cette structure, un outil important pour le climat des affaires en RDC. Prosper Chamala, secrétaire exécutif adjoint de CPCE, donne la synthèse des discussions. Il a plu au vice-premier ministre, le ministre de l'économie, d'organiser plusieurs séances de travail qui vont se poursuivre en vue de relancer une des structures importantes du dialogue constructif qui milite en faveur de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, le CPCE. Cette structure est restée en veilleuse depuis fin 2016-2017, alors qu'elle contribuait de manière significative à apaiser les tensions entre différentes parties prenantes, notamment les associations patronales qui regroupent les entreprises congolaises, les associations des consommateurs, et puis le gouvernement de la République. Et donc, la surchauffe sur le marché intérieur, des problèmes récurrents au niveau de la marche de l'économie. Le vice-premier ministre a voulu relancer les activités du CPCE et que les décisions qu'il a prises soient exécutées. C'est l'inattention de certains acteurs politiques qui ont eu les commandes du ministère de l'économie, qui étaient plus ailleurs, et que d'utiliser ces leviers importants de régulation et de concertation, de dialogue. Il essaie de noter que le cadre permanent de concertation économique a été créé par décret du 23 février 2001, confirmé
par l'arrêté du ministère de l'économie nationale de 2015. Depuis 2016, le CPCE n'a plus fonctionné. Daniel Mukoko Samba a fait de cette relance l'un de ses soucis majeurs. Et ces communiqués de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC informe le public qu'elle organise en collaboration avec l'Association des administrateurs du Congo ADAC une session de formation de haut niveau destinée aux membres du conseil d'administration des entreprises publiques et privées actuelles et futures sur le thème « Rôle et responsabilité du conseil d'administration en entreprise ». Cette formation va se dérouler du 15 au 16 mai 2025 de 9h à 16h30 dans la salle du conseil de la FEC située sur l'avenue des Aviateurs numéro 10 dans la commune de la Gombe et non à Pullman Hotel comme initialement prévu. Le coût de la formation est fixé dollars américains $650 à payer à la caisse centrale de la FEC. Pour toute information supplémentaire, elle vous demande d'appeler au numéro 081 51 98 036. Un communiqué signé par Thierry Ngoy Kasumba, administrateur délégué. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, Robert Ndaye, 7h, Mireille Ndeki, et retrouvez demain à 20h, Sandra Nyangui. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous et surtout, bonsoir chez vous.